J'ai enfin acheté la maison de mes rêves et j'ai invité ma famille à venir la voir. Pas un seul d'entre eux n'est venu, ils ont tous trouvé des excuses à la place. Alors que j'étais seul à déballer des cartons, mon père m'a envoyé un message, il faut qu'on parle de la maison, mais ma réponse les a tous choqués. Je m'appelle Justine et j'ai 33 ans. Après une décennie à économiser chaque centime, j'ai enfin acheté la maison de mes rêves le mois dernier. Dès que j'ai eu les clés, j'ai envoyé des invitations à toute ma famille pour une pendaison de crémaillère. J'ai passé des jours à préparer les chambres d'amis, à cuisiner leurs plats préférés et à accrocher des photos de famille. Samedi, au fil des heures, mon excitation s'est transformée en confusion, puis en déchirement. Pas un seul membre de ma famille n'est venu. Alors que j'étais assise seule au milieu des cartons non ouverts et de la nourriture qui refroidissait, mon téléphone a vibré. Un SMS de papa, il faut qu'on parle de la maison. J'ai grandi dans un F3 exigu à Villeurbanne. Mes parents, Thomas et Linda, cumulaient plusieurs emplois pour joindre les deux bouts. Maman était serveuse le matin et femme de ménage le soir, tandis que papa alternait entre les chantiers et les missions de sécurité, selon la saison. Mes jeunes frères et sœurs, Nathalie et Adam, partageaient la deuxième chambre, et j'ai dormi sur un canapé-lit dans le salon jusqu'à mes 17 ans. L'argent était toujours un problème. Je me souviens de maman qui étirait 500 grammes de bœuf haché sur 3 repas, ajoutant à chaque fois plus de haricots et moins de viande. Papa surveillait chaque kilowatt sur la facture d'électricité et nous faisait la morale si nous laissions une lumière allumée dans une pièce vide. L'électricité coûte de l'argent que nous n'avons pas, disait-il en éteignant l'interrupteur avec un soupir qui portait tout le poids de ses soucis financiers. Malgré ces difficultés, nous avions les promenades du dimanche. Une fois par mois, maman convainquait papa d'emprunter la voiture de son frère, et nous allions nous promener dans les quartiers chics de l'autre côté de Lyon. Ces rues bordées de belles maisons me fascinaient. Je collais mon visage à la vitre, choisissant mes préférés et imaginant la vie à l'intérieur. Regarde celle avec la porte rouge, maman, disais-je en montrant une maison de caractère de style Art Nouveau avec un large porche et des jardinières suspendues. Maman souriait, ses yeux s'illuminant. Elle est magnifique, Justine. Toutes ces fenêtres laisseraient entrer tellement de lumière. Mais la réponse de papa ne variait jamais. Ce n'est pas pour les gens comme nous, disait-il, ses jointures blanchissant sur le volant. Ne te mets pas des rêves impossibles en tête. Ces mots me sont restés, non pas comme un découragement, mais comme un défi. À 15 ans, j'ai convaincu le propriétaire d'un petit restaurant local de m'embaucher les week-ends et après l'école. J'économisais chaque euro, cachant mes gains dans une boîte fermée à clé sous mon canapé-lit. Quand mes parents ont découvert que je travaillais, ils se sont attendus à ce que je contribue aux dépenses du ménage. Je l'ai fait, mais j'ai quand même réussi à mettre de côté la moitié de chaque paie pour mon avenir. La remise des diplômes du lycée a apporté une nouvelle inattendue. Ma conseillère d'orientation m'a appelé dans son bureau un après-midi d'avril. « Justine, as-tu consulté tes emails aujourd'hui ?» demanda Madame Garnier, contenant à peine son excitation. Je ne l'avais pas fait. Internet à la maison était un autre luxe que nous ne pouvions pas nous permettre. Quand elle m'a montré la notification de bourse sur son écran d'ordinateur, j'ai fondu en larmes. Une bourse complète pour l'université publique, logement inclus. J'allais être la première personne de ma famille à aller à l'université. Je m'attendais à ce que ma famille célèbre cette victoire. Maman l'a fait, me serrant fort dans ses bras quand j'ai partagé la nouvelle. J'ai toujours su que tu étais spécial, a-t-elle chuchoté. Papa a hoché la tête, un éclair de fierté rapidement remplacé par le pragmatisme. L'université, c'est cher, même avec des bourses. Les livres, les fournitures, les frais de subsistance. Ne prends pas la grosse tête. Nathalie, alors âgée de 14 ans, semblait sincèrement heureuse pour moi. Adam, à seulement 12 ans, était trop jeune pour comprendre l'importance de l'événement. L'université m'a mise à l'épreuve d'une manière que je n'avais pas prévue. La bourse couvrait les frais de scolarité et le logement de base, mais guère plus. Je travaillais à la librairie du campus entre les cours et je servais dans un restaurant près du campus le week-end. Le sommeil est devenu un luxe, mais j'ai maintenu mes notes et continué à économiser. Le choc culturel était encore plus difficile que la pression financière. Beaucoup de mes camarades venaient de familles aisées. Ils parlaient de vacances en Europe et avaient des parents médecins, avocats ou chefs d'entreprise. J'ai appris à naviguer prudemment dans les conversations, en partageant peu de choses sur mes origines, sentant le fossé entre nos expériences. Quand j'appelais à la maison, les conversations devenaient de plus en plus tendues.
Maman voulait connaître chaque détail de la vie sur le campus, vivant par procuration à travers mes expériences. Papa posait principalement des questions sur les coûts et si mes emplois interféraient avec mes études. Nathalie et Adam parlaient de moins en moins, nos expériences d'enfance communes ne suffisant plus à combler le fossé grandissant. Le jour de la remise des diplômes est arrivé après 4 années exténuantes. J'ai scruté le public à plusieurs reprises, espérant voir toute ma famille parmi la foule de parents et de frères et sœurs fiers. Seule maman est apparue, assise seule dans une robe que je savais qu'elle avait mis des mois à économiser pour acheter. « Où sont les autres ?» ai-je demandé lorsque nous nous sommes retrouvés après la cérémonie. « Ton père a pris une garde supplémentaire. Il manque de personnel sur le chantier », a-t-elle expliqué, sans me regarder dans les yeux. Nathalie a un projet scolaire à rendre lundi, et Adam ne se sentait pas bien. J'ai hoché la tête, ravalant ma déception. Nous avons pris des photos, juste nous deux, mon diplôme durement gagné entre nous. Plus tard, j'ai réalisé que ce jour avait établi un schéma qui définirait la dynamique de notre famille pour les années à venir. Mes réussites, aussi importantes soient-elles pour moi, ne recevaient souvent qu'une reconnaissance minimale de la plupart de ma famille. Leur absence à la remise des diplômes n'était que le début. Armé de mon diplôme en marketing, j'ai décroché un premier poste chez Durand et Associés, une agence de marketing de taille moyenne du centre-ville. Le salaire de départ n'était pas impressionnant, mais le potentiel de croissance était réel. J'ai trouvé un studio à 20 minutes du bureau en bus. L'espace faisait à peine 37 mètres carrés, avec une kitchenette si petite que je pouvais toucher les plans de travail opposés sans étirer complètement les bras. Mais c'était à moi, et le loyer me permettait de continuer à économiser. Mon plan financier était méticuleusement détaillé. Chaque paie était divisée, 50% pour les dépenses essentielles, 30% pour l'épargne, spécifiquement destinée à une future maison, et 20% pour tout le reste, y compris un film ou un dîner occasionnel. Je suivais chaque euro sur un tableur, regardant mon fonds immobilier croître progressivement. « Il faut que tu profites un peu de la vie », me disait ma collègue Samantha en agitant des billets de concert que j'avais refusés. On n'est jeune qu'une fois. Elle n'avait pas tort, mais ma concentration restait inébranlable. Le souvenir des mots de mon père sur les rêves impossibles alimentait ma détermination. Je n'économisais pas seulement pour une maison. Je prouvais quelque chose à moi-même et à ma famille. La croissance professionnelle est venue régulièrement. Dès ma 2e année, j'ai été promu chef de projet. La 4e année m'a apporté une autre promotion au poste de directrice de clientèle senior. Les augmentations de salaire qui l'accompagnaient sont allées directement dans mon fonds immobilier plutôt que d'améliorer mon niveau de vie. Les week-ends et les soirs, j'ai développé une activité parallèle en gérant les comptes de réseaux sociaux de petites entreprises locales. Ce qui a commencé avec un seul client, le fleuriste au coin de ma rue, s'est étendu à 8 comptes réguliers. Ce revenu supplémentaire a considérablement accéléré mon épargne. Ma vie personnelle, cependant, a été reléguée au second plan par ses objectifs financiers. Mes amis ont cessé de m'inviter à des sorties coûteuses, connaissant ma réponse probable. Mon appartement est resté sobrement meublé avec des articles de seconde main. Les vacances étaient inexistantes. Même les jours fériés sont devenus des jours de travail, car je profitais des entreprises ayant besoin de couverture sur les réseaux sociaux pendant les pauses. Au cours de ma 3e année dans l'entreprise, j'ai rencontré Marc dans l'ascenseur. Il travaillait pour le cabinet d'avocats 2 étages au-dessus d'une autre. Son sourire illuminait son costume bleu foncé alors qu'il me posait des questions sur la pile de documents de stratégie de réseaux sociaux que je tenais en équilibre. Notre relation s'est développée lentement. Les cafés sont devenus des dîners, des cinémas et finalement des week-ends ensemble. Il était patient avec mon emploi du temps et soutenait mes objectifs, du moins au début. Au bout de 6 mois, il a suggéré que nous emménagions ensemble pour économiser sur le loyer. On pourrait avoir un logement plus sympa pour moins cher que ce que nous payons séparément, a-t-il raisonné. Tu atteindrais ton objectif de fonds immobilier encore plus vite. La logique était saine, mais quelque chose me retenait. Peut-être la peur de fusionner mon monde financier soigneusement contrôlé avec celui de quelqu'un d'autre, ou l'inquiétude que ma discipline d'épargne se relâche avec un partenaire. Quelle que soit la raison, j'ai refusé et Marc a accepté ma décision avec grâce. 3 ans après le début de notre relation, les fissures ont commencé à apparaître. Marc a commencé à qualifier mes habitudes d'épargne d'obsession. Des disputes éclataient à propos des invitations refusées au mariage de ses amis à l'étranger et de ma réticence à dépenser pour des expériences qu'il appréciait. Il y a plus dans la vie que de se préparer pour un avenir qui pourrait ne jamais arriver,
a-t-il dit lors de notre dernière dispute. Tu rates tout ce qui se passe en ce moment. La rupture a été douloureuse, mais révélatrice. J'ai réalisé que je n'étais pas prête à faire de compromis sur mon objectif, même pas par amour. La maison représentait quelque chose au-delà d'un bien matériel. C'était la preuve tangible que les gens comme nous pouvaient en effet réaliser ce que mon père pensait impossible. Les réactions de ma famille à ma progression de carrière étaient compliquées. Maman exprimait une fierté sincère pour mes réalisations professionnelles, mais semblait de plus en plus mal à l'aise lors de ses rares visites dans mes appartements. Ce quartier est si différent d'une autre, commentait-elle, jetant des regards nerveux au jeune cadre entrant dans le café en bas de mon deuxième appartement. Papa refusait carrément de venir. Le centre-ville, c'est trop chic pour moi, disait-il quand je l'invitais. Trop de sens unique et pas de place pour se garer. Ma relation avec mes frères et sœurs a également changé. Adam, qui travaillait maintenant de manière irrégulière dans la construction, comme papa, appelait principalement quand il avait besoin d'argent. Mes offres d'aide pour son budget ou ses candidatures se heurtaient à une attitude défensive. Tout le monde n'a pas envie de se tuer au travail pour une sorte de rêve de réussite fantasmé, a-t-il lancé lorsque j'ai suggéré un programme de formation professionnelle. Nathalie s'est mariée jeune avec son amour de lycée et a eu 2 enfants rapidement. Nos conversations tournaient autour de ses enfants, avec peu d'intérêt pour ma vie. Quand j'ai mentionné mon fonds immobilier grandissant après un trimestre particulièrement bon avec mon activité parallèle, elle a brusquement changé de sujet. 8 ans après le début de ma carrière, j'ai eu une révélation lors d'une réunion avec un client. La PDG d'une start-up locale a mentionné avoir acheté son premier bien d'investissement à 34 ans. Le moment idéal pour construire un patrimoine, c'est quand on a un revenu, mais avant d'avoir des obligations familiales majeures, a-t-elle dit nonchalamment. À 32 ans, j'ai réalisé que je pouvais accélérer mon calendrier. Mes économies, combinées à mon excellent dossier de crédit et à mes revenus stables de mon emploi principal et de mon activité parallèle, mettaient l'accession à la propriété à ma portée, 2 ans plus tôt que prévu. Ce soir-là, j'ai contacté un courtier en prêts immobiliers pour une consultation préliminaire. La rencontre avec mon courtier, Jacques, a confirmé ce que je soupçonnais. 8 ans d'épargne disciplinée et d'avancement professionnel m'avaient bien positionné pour l'accession à la propriété. Le montant de mon préaccord dépassait mes attentes, bien que je sois resté déterminé à rester en dessous de ce maximum pour conserver une flexibilité financière. Vous avez déjà fait le plus dur, a dit Jacques en examinant mon rapport de crédit impeccable et mon apport substantiel. La plupart des primo-accédants ont du mal avec la phase d'épargne. Vous êtes dans une position enviable. Ces mots ont validé des années de sacrifice, toutes ces invitations déclinées et les meubles modestes dans ma série de petits appartements. L'étape suivante était de trouver un agent immobilier. Grâce à une relation professionnelle, j'ai rencontré Chloé, une agente au franc-parler spécialisée dans les primo-accédants. Notre conversation initiale a fixé des paramètres clairs, une maison de caractère ou de style années 30, un minimum de 3 chambres pour les visites familiales et un bureau, un quartier établi avec du caractère et un trajet raisonnable vers le centre-ville. Je visualise cette maison depuis 15 ans, ai-je expliqué à Chloé. Je la reconnaîtrai quand je la verrai, mais ce sont mes points non négociables. La recherche de la maison s'est avérée plus éprouvante émotionnellement que prévu. En 3 mois, nous avons visité 47 propriétés. Certaines se rapprochaient de ma vision, mais présentaient des défauts rédhibitoires, des dégâts des eaux dissimulés par de la peinture fraîche, des systèmes électriques obsolètes qui nécessiteraient des mises à jour coûteuses, ou des emplacements qui ajouteraient 1 heure à mon trajet quotidien. À la 38e propriété, la fatigue s'est installée. Peut-être que je suis trop difficile, ai-je dit à Chloé après avoir quitté une maison presque parfaite avec des fondations compromises. Peut-être que je devrais revoir mes attentes. La bonne maison vaut la peine d'attendre, m'a assuré Chloé. Surtout pour quelqu'un qui a été aussi patiente et déterminé que vous. La 42e propriété a tout changé. En descendant une rue bordée d'arbres dans le quartier historique de la Croix-Rousse, je l'ai repérée avant même que Chloé ne ralentisse la voiture. Une maison de style art nouveau avec un grand porche, des boiseries d'origine et une porte rouge. Mon cœur s'est emballé alors que nous nous garions. Ça a l'air prometteur, a dit Chloé en remarquant mon expression. L'intérieur a dépassé mes attentes. Parquet d'origine partout, bibliothèques intégrées flanquant une cheminée en briques, une cuisine rénovée qui respectait le caractère de la maison tout en offrant une fonctionnalité moderne. À l'étage, 3 chambres avec des plafonds en pente et des lucarnes créaient des espaces parfaits pour les invités et un bureau. Debout dans la chambre principale,
la lumière du soleil entrant à flot par les fenêtres à meneaux sur le parquet large, j'ai ressenti une vague d'émotion inattendue. C'est elle, ai-je murmuré, passant ma main sur le cadre de porte centenaire. C'est comme rentrer à la maison dans un endroit où je n'ai jamais été. Chloé a hoché la tête, comprenant le poids du moment. Le prix demandé est dans le haut de votre fourchette, mais compte tenu de l'emplacement et de l'état, c'est juste. Si vous êtes sérieuse, nous devrions agir vite. Les propriétés dans ce quartier reçoivent généralement plusieurs offres. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, faisant des calculs et visualisant mes meubles dans ces pièces ensoleillées. Au matin, ma décision était prise. Nous avons soumis une offre au prix demandé avec une lettre personnelle aux propriétaires expliquant pourquoi leur maison serait la première maison parfaite pour une primo-accédante. La concurrence était féroce. 3 autres offres sont arrivées, dont une au-dessus du prix demandé. La période d'attente fut atroce. Je me suis plongé dans le travail, essayant de ne pas vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes pour avoir des nouvelles de Chloé. 3 jours plus tard, mon offre a été acceptée. Les propriétaires, un couple plus âgé qui déménageait pour se rapprocher de leurs petits-enfants, avaient été touchés par ma lettre. Ils ont choisi mon offre malgré l'offre concurrente plus élevée, voulant que leur maison bien-aimée aille à quelqu'un qui apprécierait son caractère. Le processus de prêt a entraîné des complications inattendues. Mes revenus d'auto-entrepreneur de mon activité parallèle, bien que substantiels, ont créé des défis de documentation. Le souscripteur a demandé des vérifications supplémentaires, prolongeant le délai de clôture de 2 semaines. C'est normal pour les emprunteurs indépendants, m'a rassuré Jacques. Vos finances sont solides. C'est juste une question de tout documenter correctement. Ces 2 semaines ont semblé interminables. Un acheteur concurrent restait intéressé, prêt à intervenir si mon financement échouait. J'ai soumis des déclarations de revenus, des comptes de résultats et des contrats clients, assemblant un portrait financier complet pour satisfaire le souscripteur. Enfin, l'approbation est arrivée. La signature était prévue pour le mardi suivant. J'ai signé d'innombrables documents, paraphé des dizaines de pages, puis j'ai reçu les clés de ma première maison. Le moment semblait surréaliste, l'aboutissement d'un voyage qui avait commencé avec ses promenades du dimanche dans des quartiers exactement comme celui-ci. Après la signature, j'ai demandé à rester seul dans la maison vide. En marchant de pièce en pièce, j'ai laissé l'importance de l'événement s'imprégner. Dans le salon, je me suis assise par terre et j'ai pleuré, des larmes d'accomplissement, de soulagement et de justification. La fille de locataire qui ne pouvait pas se permettre de laisser les lumières allumées possédait maintenant un morceau du rêve qui avait semblé si inaccessible. Prenant des photos de chaque pièce, j'ai créé une conversation de groupe familial, ce que je faisais rarement. Je viens de signer pour ma première maison. J'ai hâte que vous veniez tous la visiter et m'aider à l'inaugurer comme il se doit. Je pense organiser un dîner de famille dans 2 semaines, le samedi, une fois que je serai installé. Réservez la date. Les réponses sont arrivées lentement. Maman a envoyé un félicitations avec 3 points d'exclamation. Nathalie a répondu avec un emoji pouce levé. Adam n'a pas répondu du tout. Papa a finalement écrit, les maisons comme ça ont des coûts d'entretien élevés. J'espère que tu as prévu un budget pour les réparations. La réaction tiède m'a piqué, mais n'a pas pu diminuer mon accomplissement. Debout dans ce qui allait devenir ma chambre, regardant la lumière du coucher de soleil peindre les murs d'ambre, je me suis fait une promesse. Cette maison deviendrait un foyer rempli de chaleur et d'accueil, quelle que soit la capacité de ma famille à partager ma joie. Les 2 semaines entre la signature et ma pendaison de crémaillère familiale prévue se sont envolées dans un tourbillon d'activités. J'ai organisé le déménagement rapide de mes maigres meubles d'appartement. J'ai réalisé à quel point il semblait inadéquat dans l'espace plus grand, le canapé du salon qui avait dominé mon appartement remplissait à peine un coin du nouvel espace. Ma table à manger pour 2 semblait perdue dans la véritable salle à manger. Une pièce à la fois, me suis-je rappelé, en priorisant les espaces essentiels. J'ai trouvé une table à manger d'occasion pouvant accueillir 8 personnes, parfaite pour le dîner familial que je prévoyais. Une rapide couche de peinture l'a rafraîchi, et de nouvelles chaises d'un magasin abordable ont complété l'ensemble. Avec les meubles de base en place, je me suis concentré sur la préparation de la première visite de ma famille. Il ne s'agissait pas seulement de montrer ma nouvelle maison. C'était une occasion de renouer, de combler la distance grandissante entre nous. Peut-être que voir ma réussite en personne les aiderait à comprendre mes choix et mes sacrifices. La chambre d'amis pour mes parents a reçu une attention particulière.
J'ai fait une folie en achetant un nouveau matelas et une literie de qualité, sachant que les problèmes de dos de papa rendaient souvent difficile de dormir loin de chez soi. La deuxième chambre a été préparée pour Nathalie, son mari 3, et leurs 2 enfants, avec un matelas gonflable installé pour les enfants à côté du grand lit. La petite troisième chambre, finalement prévue comme mon bureau, accueillerait Adam. En faisant les courses, j'ai rempli mon chariot d'ingrédients pour les plats préférés de chacun. L'amour de papa pour le bœuf bourguignon avec carottes et pommes de terre. La faiblesse de maman pour la tarte aux myrtilles. La préférence de Nathalie pour la salade César. Le penchant d'Adam pour des verrines de poulet épicées en apéritif. La note à la caisse m'a fait grimacer, mais cette célébration justifiait la dépense. Dans toute la maison, j'ai créé des touches attentionnées. Un mur de photos dans le couloir affichait des photos de famille couvrant des décennies, papa et maman le jour de leur mariage, Nathalie et Adam tout petits barbotant dans une pataugeoire, nous 4 lors de rares vacances à la plage quand j'avais 12 ans. Les photos récentes étaient visiblement absentes, une réalité que j'espérais que cette visite commencerait à changer. Des paniers de bienvenue attendaient chaque membre de la famille. Pour maman, un livre de jardinage et des sachets de graines pour le potager que nous pourrions planifier ensemble. Pour papa, un porte-clés personnalisé avec l'adresse de la maison, symbolisant son accueil à tout moment. Pour les enfants de Nathalie, des livres et des fournitures de coloriage adaptées à leur âge. Pour Adam, une carte cadeau d'une brasserie locale pour la visite que je pensais que nous pourrions faire ensemble. Une semaine avant le dîner prévu, j'ai envoyé des invitations formelles avec des indications détaillées, des informations de stationnement et une note chaleureuse exprimant à quel point leur présence serait significative. Les premières réponses semblaient positives. Maman a appelé pour demander ce qu'elle pouvait apporter. Juste vous-même, les jeux assurés. Tout le reste est pris en charge. Nathalie a texté que 3 avaient pris congé et qu'ils avaient hâte de voir la nouvelle maison. Adam a répondu par un bref « je serai là » qui a néanmoins remonté mon moral. Papa est resté silencieux, mais maman m'a assuré qu'ils viendraient ensemble. 3 jours avant le dîner, le changement a commencé. Nathalie a appelé la première. Justine, je suis vraiment désolé, mais Emma a une otite. Le pédiatre dit qu'elle ne devrait pas voyager ce week-end. 3 pourrait-il rester avec Emma pendant que toi et Jacques venaient, ai-je suggéré, essayant de sauver une partie de la visite. La mère de 3 comptait sur nous pour lui rendre visite dimanche, donc il doit emmener Jacques là-bas pendant que je reste avec Emma, a-t-elle expliqué, son excuse devenant de plus en plus compliquée. Nous viendrons certainement un autre week-end, une fois que tout le monde sera en bonne santé. J'ai accepté son explication, la déception s'installant dans mon estomac. Ce soir-là, Adam a texté, le patron vient de me mettre au planning pour samedi. Quelqu'un s'est désisté et j'ai besoin des heures. Désolé, Serette. Cela semblait moins crédible. Adam prenait rarement des heures supplémentaires, se plaignant fréquemment des plannings de dernière minute de son manager. Pourtant, le défi n'aurait fait que créer des tensions. J'ai répondu avec compréhension et une offre de reporter. Jeudi a apporté l'appel de maman, celui que je redoutais après le schéma établi par mes frères et sœurs. Le dos de ton père le fait terriblement souffrir, a-t-elle commencé, sa voix portant des notes familières d'excuses. Il peut à peine se déplacer de la chambre à la cuisine aujourd'hui. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse rester assis dans la voiture pendant 1 heure dans chaque sens. Je pourrais venir vous chercher, ai-je offert, le désespoir pointant dans ma voix. Ou juste toi, tu pourrais venir et nous pourrions appeler papa en FaceTime pendant le dîner. Tu sais, il ne voudrait pas que je voyage seul, a-t-elle répondu. Et il se sentirait très mal d'être complètement laissé de côté. Il vaut mieux reporter jusqu'à ce qu'il se sente plus fort. Le vendredi après-midi, mon dîner de famille pour 6 était réduit à une fête pour une personne. Je me tenais dans ma cuisine, entouré de provisions pour des repas que personne ne mangerait, fixant la table à manger dressée avec de nouvelles assiettes et des serviettes soigneusement pliées. La maison qui avait semblé si pleine de potentiel résonnait maintenant de vide. J'ai essayé d'appeler chaque membre de la famille, proposant des dates alternatives, des arrangements différents, n'importe quoi pour sauver la réunion. Les messages vocaux et les SMS sans réponse se sont multipliés. Seule maman a répondu, réitérant les problèmes de santé de papa et promettant qu'il viendrait bientôt. Samedi matin s'est levé, clair et lumineux, le soleil printanier semblant se moquer de ma solitude. Les paniers de bienvenue reposaient intacts sur des lits d'invités qui resteraient inoccupés. Je me suis déplacé machinalement dans la journée, rangeant les denrées périssables et couvrant les plats préparés de film plastique.
L'après-midi, j'ai abandonné la prétention et j'ai troqué ma tenue soigneusement choisie contre un jean confortable et un t-shirt. M'installant sur le sol du salon, entouré de cartons encore non déballés, j'ai commencé le travail d'organisation des livres et des ustensiles de cuisine, essayant de me concentrer sur la tâche physique plutôt que sur le poids émotionnel qui m'oppressait. La maison qui devait être remplie de rires familiaux est restée silencieuse, à l'exception du ping occasionnel de mon téléphone, email professionnel et notifications de réseaux sociaux, mais rien de ma famille. Leur silence en disait long, en particulier celui de papa, qui n'avait ni directement accusé réception de mon invitation, ni envoyé ses regrets. Alors que le soir approchait, j'ai commandé une pizza, n'ayant pas le cœur de cuisiner l'un des repas spéciaux prévus. Assise en tailleur sur le sol au milieu des cartons à moitié déballés, j'ai parcouru des sites de décoration sur ma tablette, me forçant à me concentrer sur les projets futurs plutôt que sur la déception présente. C'est alors que le SMS de papa est enfin arrivé, la notification faisant bondir mon cœur d'un espoir momentané. Il faut qu'on parle de la maison, disait-il simplement. Pas de félicitations, pas d'excuses pour avoir manqué le dîner, juste 7 mots qui portaient un poids sinistre. Mes doigts planaient au-dessus de l'écran du téléphone, la pizza oubliée à côté de moi. Papa textait rarement, préférant de brefs appels téléphoniques ou demandant à maman de relayer les messages. Cette communication directe suggérait une importance que je ne pouvais ignorer. Malgré l'heure tardive, j'ai appelé immédiatement, le cœur battant. Il a répondu à la deuxième sonnerie, son halo au bourru dépourvu de toute chaleur. « Papa, j'ai reçu ton texto. »« Tout va bien ?» ai-je demandé, essayant de garder un ton neutre malgré l'anxiété qui montait en moi. « Ta mère est bouleversée » a-t-il commencé sans préambule. « Elle n'arrête pas de pleurer depuis que tu as envoyé ces photos de la maison. » La confusion m'a envahi. « Pleurer ? Pourquoi ? Est-ce qu'elle va bien ? » ? « Non, Justine, elle ne va pas bien. » Sa voix s'est durcie. « Aucun de nous ne va bien avec ce spectacle que tu nous fais. »« Spectacle » ai-je répété, sincèrement perplexe. « De quoi parles-tu ? Cette maison de luxe dans ce quartier de riches. L'invitation à dîner comme si tu étais une sorte d'hôtesse de ces magazines que ta mère lisait. Ce n'est pas toi, Justine. Du moins, pas la toi que nous avons élevée. » L'accusation m'a frappé comme un coup de poing. Je me suis affalé contre un carton non ouvert, luttant pour digérer ces mots. « Papa, j'ai travaillé pour cette maison pendant des années. Tu le sais. J'ai économisé chaque centime, j'ai cumulé plusieurs emplois. Ce n'est pas un spectacle. C'est le résultat d'une décennie de travail acharné. » Du travail acharné, s'est-il moqué. C'est comme ça que tu appelles le fait de tourner le dos à ta famille? Quand tu arrêtes de venir au repas du dimanche parce que tu es trop occupé avec ton travail de bureau et ton activité parallèle? Quand tu déménages dans des quartiers où ton propre père se sent mal à l'aise de venir? Chaque question augmentait de volume jusqu'à ce qu'il crie presque. En arrière-plan, j'entendais la voix étouffée de maman l'exhortant à se calmer. Je n'ai jamais tourné le dos à personne, ai-je protesté, ma propre voix s'élevant pour égaler son intensité. Je vous ai tous invités ici ce week-end. J'ai préparé des chambres pour chacun de vous, cuisiné tous vos plats préférés. Personne n'est venu. Parce que nous n'avons rien à faire dans une maison comme ça, a-t-il explosé. Ta mère a jeté un coup d'œil à ce parquet et à cette cuisine de luxe et a su qu'elle aurait peur de toucher quoi que ce soit. Adam a dit qu'il s'est senti mal en voyant ces photos, sachant qu'il ne pourra jamais se payer quelque chose de semblable avec un salaire du bâtiment. Même Nathalie l'a ressenti. Elle a dit que tu te la racontais, que tu montrais clairement à quel point tu t'étais éloigné de nous. Les larmes me sont montées aux yeux, ces mots coupant plus profondément qu'il ne pouvait l'imaginer. Ce n'était jamais mon intention. Je voulais partager ça avec vous, pas que quelqu'un se sente mal. Eh bien, tu as échoué, a-t-il déclaré sèchement. Ta mère pense que tu as honte de tes origines. Que tu as acheté cette maison pour échapper à tes racines, pour nous échapper. Ce n'est pas vrai, ai-je murmuré, bien que le doute commençât à s'insinuer. Avais-je inconsciemment choisi un quartier si différent de ma maison d'enfance comme une forme de rejet? Ah oui, a poursuivi papa. Quand as-tu amené un de ses amis du travail pour nous rencontrer pour la dernière fois? Quand as-tu parlé de ta famille à ce bureau chic pour la dernière fois? Tes collègues savent-ils même que ton père travaille dans le bâtiment et que ta mère fait des ménages? Les questions ont touché des nerfs que je ne savais pas exposer. J'avais compartimenté ma vie, gardant mes origines séparées de mon monde professionnel. Pas par honte,
me disais-je, mais par désir d'être jugé sur mes propres mérites plutôt que sur mes origines. Je suis fier de mes origines, ai-je insisté, la voix brisée. Tout ce que j'ai accompli, c'est grâce à ce que toi et maman m'avez appris sur l'éthique de travail et la persévérance. Garde ça pour toi, a interrompu papa. Les actions parlent plus que les mots, et tes actions disent que tu construis une vie qui ne nous inclut pas. Cette maison n'est que la preuve finale. La voix de maman s'est faite plus forte en arrière-plan, et papa a dû partiellement couvrir le téléphone car leur échange est devenu étouffé. Quand il est revenu, son ton avait changé, passant de la colère à quelque chose de plus résigné. Ta mère veut que je te dise qu'elle t'aime quoi qu'il arrive, a-t-il dit mécaniquement. Mais je dois être direct avec toi, Justine. Ça change les choses entre nous. Si tu continues à étaler ta réussite, à nous faire sentir petits, il y aura des conséquences pour notre relation. Des conséquences, ai-je répété, l'incrédulité colorant mon ton. Es-tu en train de me menacer de couper les ponts parce que j'ai acheté une maison? Parce que j'ai réussi? Appelle ça comme tu veux, a-t-il répondu froidement. Sache juste que les choix ont des conséquences. Toujours. L'appel s'est terminé brusquement, me laissant dans un silence stupéfait. La pizza se figeait dans sa boîte, oubliée. Le vide de la maison semblait soudainement oppressant plutôt que paisible. Chaque pièce, un témoignage de ce que j'avais soi-disant choisi au détriment de ma famille. J'ai erré dans les pièces, hébété, touchant les murs, les cadres de porte, les plans de travail qui m'avaient procuré tant de joie quelques jours plus tôt. Chaque belle caractéristique semblait maintenant souillée par les accusations de mon père. Les chambres d'amis se moquaient de moi avec leur vide. Les paniers de bienvenue, pathétiques dans leur optimisme. Dans la chambre principale, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir. Un jean de marque 1 au décontracté qui coûtait plus cher que ce que mon père dépensait probablement en vêtements en un an. Quand cela s'était-il produit? Quand avais-je commencé à dépenser 80 € pour un t-shirt sans sourciller, moi qui avais grandi en voyant ma mère repriser des chaussettes plutôt que de les remplacer? Le succès m'avait-il changé d'une manière que je n'avais pas reconnue? Dans ma détermination à m'élever au-dessus des difficultés financières, m'étais-je par inadvertance éloigné des personnes qui m'avaient façonné? Ces questions tournaient comme des vautours alors que je m'affaissais sur le bord de mon lit. La nuit s'étendait sans fin devant moi, une toile sombre pour une auto-analyse douloureuse. Le sommeil m'a complètement fui alors que je rejouais des années d'interaction, cherchant le moment où l'avancement était devenu aliénation aux yeux de ma famille. À l'aube, mes yeux étaient gonflés de larmes, mais mon esprit avait atteint une clarté qui lui manquait. La maison n'était pas le problème. Mon succès n'était pas le problème. Le vrai problème était plus profond, enraciné dans des dynamiques familiales complexes et des attentes que j'avais à la fois satisfaites et défiées. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres sans rideaux, projetant de longues ombres sur le sol de ma chambre. Ma nuit de réflexion douloureuse avait cristallisé quelque chose d'important, je ne pouvais pas contrôler les réactions de ma famille, mais je pouvais contrôler ma réponse. Cette prise de conscience était à la fois libératrice et terrifiante. Après une douche et un café, je me suis assise à ma nouvelle table de salle à manger avec mon ordinateur portable ouvert. Les mots ne sont pas venus facilement, mais ils sont venus honnêtement. J'ai rédigé, supprimé et réécrit ma réponse plusieurs fois. Ce n'était pas seulement une réponse aux accusations de papa, c'était une déclaration de limite que j'aurais dû établir des années plus tôt. Le texto final était plus long que d'habitude, mais chaque mot semblait nécessaire. Papa, maman, Nathalie et Adam, j'ai passé la nuit à réfléchir à notre conversation et aux sentiments derrière votre absence hier. C'est difficile à écrire, mais il est essentiel que vous me lisiez. D'abord, je vous aime tous profondément. Rien dans mon parcours professionnel ou l'achat de cette maison ne change cela. Vous êtes mes racines, mes fondations. L'éthique de travail qui a construit cette vie vient directement du fait de voir papa faire des gardes doubles et maman jongler avec plusieurs emplois. Chaque sacrifice que vous avez fait pour nous, les enfants, m'a appris la valeur de la persévérance. Mais vous aimer ne signifie pas que je doive me diminuer pour vous mettre à l'aise. Mon succès n'est pas un rejet de mon éducation, c'est l'accomplissement du potentiel que vous avez nourri. Quand je regarde cette maison, je ne vois pas une fuite de mon passé, je vois la manifestation physique des leçons que vous m'avez apprises. Je ne m'excuserai pas d'avoir travaillé dur et atteint des objectifs. Je ne prétendrai pas que je n'ai pas mérité cela pour apaiser des sentiments d'infériorité que je n'ai jamais créés ni voulu. Plus important encore, je ne vendrai pas cette maison ni ne minimiserai mes accomplissements pour maintenir des relations qui devraient être renforcées, et non menacées,
par ma réussite. La porte de cette maison sera toujours ouverte à chacun de vous, dès que vous serez prêt à la franchir sans ressentiment ni jugement. J'ai créé des espaces ici spécifiquement en pensant à vous, une chambre d'amis avec le matelas ferme dont papa a besoin pour son dos, un jardin où maman et moi pourrions jardiner ensemble, de la place pour que les enfants de Nathalie jouent, et des brasseries locales que je pensais qu'Adam aimerait explorer avec moi. Je ne choisis pas cette maison au détriment de la famille. Je choisis de croire que nous pouvons grandir ensemble plutôt que de nous éloigner. Je choisis de croire que l'amour n'est pas diminué par la superficie ou les mensualités de prêt. Cette porte vous sera toujours ouverte, mais je ne la fermerai pas sur mes rêves. J'espère qu'un jour vous comprendrez que mon succès honore, plutôt qu'il ne rejette, tout ce que vous m'avez donné. Je vous aime, Justine. Mon doigt a plané au-dessus du bouton d'envoi pendant plusieurs minutes. Ce message allait soit commencer la guérison, soit approfondir le fossé. Il n'y aurait pas de juste milieu. Finalement, j'ai appuyé sur envoyer et j'ai mis mon téléphone de côté, tournant délibérément mon attention vers le rangement des livres sur les étagères intégrées. Les réponses sont arrivées par étapes, chacune révélant quelque chose sur mes relations. Maman a appelé la première, la voix pleine de larmes. Je n'ai jamais voulu te faire sentir mal à propos de tes réussites, a-t-elle commencé. Je suis fier de toi, Justine. Je l'ai toujours été. C'est juste difficile de te voir créer une vie si différente de ce que j'ai pu offrir. Tu as offert tout ce qui compte, maman, ai-je répondu doucement. L'amour, les valeurs, la force. Le reste, c'est juste matériel. Notre conversation a duré près d'1 heure, le premier échange vraiment honnête que nous ayons eu depuis des années. Elle a admis se sentir intimidée par ma carrière et ma stabilité financière, avouant que la réaction de mon père découlait en partie de son propre sentiment d'échec. Il voulait tellement plus pour nous que ce qu'il a pu accomplir, a-t-elle expliqué. Te voir accomplir ce qu'il n'a pas pu, c'est compliqué pour lui. Je comprends ça, ai-je reconnu, mais j'ai besoin qu'il voie que ma réussite est aussi la sienne. Tout ce que je suis a commencé avec vous deux. Nous avons terminé l'appel avec des plans provisoires pour qu'elle vienne seule le week-end suivant. Juste entre filles, a-t-elle suggéré. Ton père a besoin de plus de temps. Nathalie a texté ensuite, son message d'une vulnérabilité inattendue. J'ai menti à propos d'Emma qui était malade. La vérité, c'est que j'étais jalouse et j'avais honte. 3 et moi arrivons à peine à payer notre loyer, et voir ta belle maison m'a fait me sentir comme une ratée. Je suis désolé. Ton message m'a fait pleurer. Pouvons-nous repartir à zéro? Je l'ai appelé immédiatement, et notre conversation a révélé des années de sentiments de compétition que je n'avais jamais reconnus. En tant que sœur aînée qui réussissait apparemment tout, je représentais une norme qu'elle sentait ne pas pouvoir atteindre. Mes réussites étaient involontairement devenues une aune à laquelle elle mesurait ses propres choix de vie. Je n'ai jamais dévalorisé tes choix, les jeux assurés. Tu as de beaux enfants et un mariage aimant. Ce sont des réussites qui ne se mesurent pas en euros ou en actes de propriété. Nous avons terminé l'appel avec des plans pour une visite en bonne et due forme le mois suivant, une fois qu'elle aurait travaillé sur certains de ses sentiments compliqués. Adam a gardé le silence radio pendant 3 jours avant d'envoyer un texto laconique. Besoin de temps pour digérer. Pas prêt à parler pour l'instant. C'était la communication la plus honnête que nous ayons eue depuis des années, et j'ai respecté sa limite sans insister. La réponse de papa fut la plus douloureuse. Une semaine s'est écoulée sans un mot. Puis une carte d'anniversaire est arrivée par la poste, contenant une carte cadeau pour un magasin de bricolage. Aucun mot ne l'accompagnait, mais le choix du cadeau reconnaissait mon nouveau statut de propriétaire, un petit pas vers l'acceptation. Les semaines qui ont suivi ont apporté un mélange de tristesse et de libération. Les relations familiales faciles que j'avais autrefois tenues pour acquises me manquaient. Mais il y avait aussi un soulagement à ne plus entretenir la fiction que tout allait bien entre nous. Les échanges honnêtes, aussi douloureux soient-ils, donnaient l'impression de purifier un air vicié. Je me suis lancé à corps perdu dans la transformation de la maison en un véritable chez-moi. Les murs ont été peints, les meubles arrangés et réarrangés. Des rideaux ont été installés. Chaque décision reflétait mes goûts et mes besoins plutôt que des considérations sur ce que les autres pourraient penser. Une liberté que je ne m'étais pas autorisée auparavant. Quand une collègue m'a demandé mes projets pour le week-end et que j'ai mentionné la rénovation de la salle de bain des invités, elle a demandé nonchalamment, « Ta famille viendra-t-elle voir les améliorations ?» Pour la première fois, j'ai répondu sans évasion ni faux-semblant. Nous traversons une période de sentiments compliqués concernant mon déménagement.
Les dynamiques familiales sont parfois difficiles, mais nous nous en sortons, pas à pas. Son hochement de tête compréhensif et son histoire partagée de luttes similaires avec ses propres parents m'ont fait réaliser à quel point ces expériences étaient universelles. La prétention d'une harmonie familiale parfaite que j'avais maintenue n'avait fait que m'isoler davantage. Cette révélation a déclenché une autre décision importante. J'ai rejoint un groupe de réseautage pour les professionnels issus de milieux modestes, me connectant avec d'autres personnes naviguant sur le territoire compliqué entre leurs racines et leurs réussites. Leurs histoires de tensions familiales similaires m'ont aidé à comprendre que je n'étais pas seul dans ces luttes. 3 mois après le dîner familial raté, j'ai organisé ma première vraie réception dans la nouvelle maison. Pas pour la famille, mais pour les amis et les collègues qui avaient soutenu mon parcours. Alors que les verres s'entrechoquaient et que les rires remplissaient des pièces qui avaient autrefois résonné de vide, j'ai senti la maison se transformer d'un symbole de division en un lieu de nouveau départ. 6 mois après avoir emménagé, ma maison ressemblait enfin à un foyer. Les murs du salon, autrefois nus, affichaient maintenant un mélange d'art local et de photographie personnelle. La cuisine était devenue mon sanctuaire du week-end, où j'expérimentais des recettes bien plus ambitieuses que tout ce que j'avais tenté dans l'espace de cuisson minimal de mon appartement. Les parterres du jardin, en sommeil lorsque j'ai acheté la propriété, débordaient maintenant d'herbes et de fleurs, résultat d'un travail de week-end qui laissait de la terre sous mes ongles et de la satisfaction dans mon cœur. Un samedi soir chaud, ma salle à manger a accueilli son premier vrai dîner. 8 personnes se sont rassemblées autour de la table qui était restée vide ce premier week-end. Des collègues de travail, des voisins de la rue et des amis de mon groupe de professionnels. Le vin coulait. La conversation rebondissait d'un sujet à l'autre et les rires résonnaient dans des pièces qui avaient autrefois semblé caverneuses dans leur vide. À Justine, apportait un toast Diane, ma voisine, en levant son verre, qui a non seulement restauré cette belle vieille maison, mais l'a remplie de chaleur et d'accueil. Les mots m'ont profondément touché. C'était exactement ce que j'avais imaginé en visitant la propriété pour la première fois. Pas seulement posséder des murs et des planchers, mais créer un espace où les liens s'épanouissent. Le chemin avec ma famille est resté plus compliqué, marqué par des pas en avant timides et des reculs occasionnels. Nathalie avait été la première à vraiment franchir le fossé, venant d'abord sans son mari et ses enfants, presque secrètement, comme pour tester si ses nouvelles eaux étaient sûres. C'est vraiment magnifique, Justine, avait-elle admis en passant sa main sur les boiseries d'origine. Je comprends pourquoi tu en es tombée amoureuse. Cette première visite en avait entraîné d'autres, incluant finalement 3 et les enfants. Regarder son fils de 5 ans, Jacques, courir dans le jardin, construire des maisons de fées sous le chêne, tandis que sa fille Emma arrangeait des cailloux le long de l'allée du jardin, a guéri quelque chose en nous deux. Ils adorent venir ici, a avoué Nathalie lors de sa 3e visite. Jacques a demandé hier si nous pouvions déménager dans une maison avec de jolies fenêtres comme celle de Tati Justine. Maman avait établi une routine de visite pour le café le mercredi matin, lorsque papa était à sa séance de kinésithérapie hebdomadaire. Ces visites ont commencé maladroitement, avec maman perchée sur le bord du canapé comme si elle avait peur d'occuper pleinement l'espace. Peu à peu, elle s'est détendue, m'aidant finalement à choisir des rideaux pour le salon et suggérant l'emplacement des photos de famille. « Je t'ai apporté quelque chose », a-t-elle dit un mercredi, sortant une petite boîte de son sac à main. À l'intérieur se trouvaient la tasse et la soucoupe en porcelaine de grand-mère, un héritage familial que j'admirais depuis l'enfance. Sa place est ici maintenant, avec toi. Le geste reconnaissait quelque chose d'important, que cette maison, malgré sa différence avec les maisons précédentes de notre famille, faisait maintenant partie de notre histoire commune. Adam a maintenu la plus grande distance, répondant sporadiquement aux textos, mais déclinant les invitations à venir. Notre relation avait toujours été la plus ténue, son ressentiment envers mes réussites scolaires remontant au lycée. Pourtant, de petits changements sont apparus. Lorsqu'il a eu besoin d'aide pour créer un CV pour une candidature, il a appelé plutôt que de demander à maman de relayer la demande comme il l'aurait fait auparavant. L'endroit a l'air sympa en arrière-plan, a-t-il commenté lors de notre appel vidéo, remarquant les bibliothèques intégrées derrière moi. Tu as toujours eu l'œil pour ça. Venant d'Adam, cela valait un éloge dithyrambique. Papa est resté le dernier récalcitrant. Il n'avait pas mis les pieds dans ma maison, bien que maman ait rapporté qu'il posait des questions à ce sujet après ses visites. La carte d'anniversaire avec la carte cadeau du magasin de bricolage avait été suivie d'une carte de Noël signée de son seul nom, sans message. Ces petites reconnaissances offraient de l'espoir sans résolution. La guérison est venue de directions inattendues.
J'ai rejoint l'association de quartier et me suis porté volontaire pour le projet de jardin communautaire, plantant des racines d'un autre genre. Ces nouvelles connexions ont fourni une perspective sur ma situation familiale, alors que les voisins partageaient des histoires similaires de réussite créant des remous compliqués dans les systèmes familiaux. Mon père ne m'a pas parlé pendant 2 ans après que j'ai eu mon doctorat, m'a confié Maria, une professeure qui habitait 3 portes plus loin. Il avait un niveau de fin de primaire et sentait que mon diplôme était en quelque sorte une critique envers lui. Ça a pris du temps, mais il a fini par s'y faire. Parfois, les gens ont besoin d'espace pour ajuster leur vision de vous. Le changement le plus significatif dans ma façon de penser est venu grâce à la thérapie, une démarche que j'ai entreprise 4 mois après la pendaison de crémaillère ratée. Les séances hebdomadaires m'ont aidé à démêler des émotions complexes autour du succès, de la loyauté familiale et de l'identité. Votre réussite ne diminue la valeur de personne d'autre, a souligné ma thérapeute lors d'une séance particulièrement difficile. Et leur malaise face à votre succès n'est pas quelque chose que vous devez réparer en vous faisant plus petite. Cette perspective m'a libéré de la culpabilité qui avait assombri mes accomplissements. J'ai commencé à célébrer les étapes importantes ouvertement une promotion majeure au travail, l'achèvement de la restauration du Porsche sans calculer immédiatement comment ces succès pourraient être perçus par ma famille. 9 mois après avoir emménagé, un texto inattendu est arrivé de papa. Ta mère dit que les gouttières ont besoin d'être nettoyées avant l'hiver. Tu as quelqu'un pour s'en occuper? Le message ne contenait aucune chaleur, aucun lien personnel, mais représentait quelque chose de monumental, une préoccupation pour l'entretien de ma maison, une reconnaissance de son importance, et peut-être une offre oblique de savoir-faire pratique. J'ai des devis, mais je n'ai encore engagé personne, ai-je répondu avec soin. Des recommandations? Sa réponse est venue étonnamment vite. Ces entreprises facturent trop cher. Je pourrais jeter un œil le week-end prochain si tu veux. Mes mains tremblaient légèrement alors que je tapais mon acceptation. Quand j'ai appelé maman pour confirmer, elle a admis que papa envisageait cette offre depuis des semaines, rassemblant le courage de tendre cette branche d'olivier de la seule manière qu'il connaissait. Le samedi suivant a apporté la vision surréaliste du camion de mon père dans mon allée. Il en est sorti en vêtements de travail, hochant la tête sèchement comme s'il arrivait pour un travail ordinaire plutôt que pour sa première visite dans la maison de sa fille. Maman l'accompagnait, son sourire nerveux révélant l'importance de ce moment. Bel endroit, a-t-il offert brusquement, évaluant l'extérieur avec un détachement professionnel. On ne les construit plus comme ça. Venant de papa, cela constituait un grand éloge. Je leur ai fait la visite que j'avais prévue 9 mois plus tôt, regardant les yeux de papa s'écarquiller légèrement devant la qualité des boiseries d'origine, et les doigts de maman caresser les plans de travail de la cuisine qu'elle n'avait vus qu'en photo. Dans le jardin, papa a examiné les gouttières pendant que je tenais l'échelle. La routine familière de travailler à ses côtés, de lui passer des outils et de suivre ses instructions, a comblé une partie de la distance entre nous. Tu as bien fait, Justine, a-t-il dit doucement alors que nous rangions ses outils. Pas je suis fier de toi ou je suis désolé, mais une reconnaissance de ma réussite qui lui a coûté quelque chose à donner. Je l'ai acceptée pour la concession monumentale qu'elle représentait. Ce soir-là, assise sur la balançoire de mon Porsche, regardant le coucher de soleil peindre mon jardin d'une lumière dorée, j'ai réfléchi au parcours complexe de l'année écoulée. La maison qui avait initialement semblé fracturer mes liens familiaux offrait maintenant un autre type de fondation, une où des relations authentiques pourraient potentiellement être reconstruites, brique par brique, avec soin. J'ai réalisé que le foyer n'était pas seulement une question d'espace physique ou de réussite financière. Le foyer, c'était créer un endroit où je pouvais être moi-même, tout en gardant les portes ouvertes aux personnes qui m'ont façonné, aussi compliquées que ces relations puissent être. Le chemin à parcourir ne serait ni simple ni direct. Certaines blessures mettraient des années à guérir complètement, si jamais elles le faisaient. Mais assise là, regardant les ombres s'allonger sur mon jardin, j'ai ressenti une paix en sachant que le véritable succès inclut d'honorer son parcours sans s'excuser de la distance parcourue.